Ok. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce soir au nom du laboratoire Rift. Je vous souhaite la bienvenue. C'est un grand plaisir de vous voir pour cette conférence qui sera prononcée par nos trois collègues, Nathalie Müller-Minza, Daniel Bertrametti qui ferme la porte et Jessica Pelporou de l'équipe iAct, ce qui veut dire identité et apprentissage en contexte de transition. Dans le cadre de ce cycle de conférences sur soutenir la participation des publics en formation des adultes, à quelles conditions. Donc ce soir, on va écouter nos collègues sur des thématiques qui se recoupent vraiment sur les compétences de base qui sont considérées comme prérequis pour l'autonomie, comme des prérequis pour l'autonomie et la formation tout au long de la vie. Et en même temps la numérisation de la société qui pose des questions en termes de participation de certains types de publics dans notre société. Notamment parce que cette numérisation de notre société présente des fractures numériques et des fois jusqu'à l'exclusion numérique de certains publics. Donc aujourd'hui, on va écouter nos collègues, ils vont sûrement en parler mieux que moi. Cette conférence sera enregistrée par MediaServer. Donc si on va poser des questions à la fin, on aura un temps d'échange après une conférence d'environ 1 heure. On va vous demander de parler bien fort, je ne sais pas si on a un micro, donc on va passer avec le microphone pour qu'on ait une trace. J'en profite pour faire de la pub pour notre prochaine conférence qui aura lieu le 13 mai et qui porte sur former les soignants au et par le partenariat avec le patient, avec nos collègues de l'Institut et Haute École de la Santé La Source à Lausanne. Sans hésiter, sans prendre plus de temps, je vous passe la parole. Ça va ? Très bien. Bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, Eleke, de cette présentation, de cette introduction. C'est un grand plaisir pour nous trois d'être ici ce soir et de contribuer effectivement à cette réflexion en lien avec le cycle du RIFT autour de la participation parce que, comme vous allez le constater, je crois, cette recherche dont nous allons parler, la recherche d'Aura, s'inscrit véritablement dans cette réflexion autour de la participation. Vous allez voir qu'il y a un autre terme sur lequel nous reviendrons aussi, c'est celui de réflexivité. On aura le temps d'y réfléchir et d'en parler ensemble. Donc les enjeux de la participation en formation aux compétences de base autour du numérique, l'impact du processus réflexif sur les pratiques de formation. Nous sommes trois à parler ce soir. Bien sûr, on aurait pu être beaucoup plus nombreuses et nombreux, puisqu'il s'agit vraiment d'un travail collaboratif, participatif. Vous allez voir tout à l'heure la liste des personnes que nous aurions pu inviter ce soir. J'ai le grand plaisir de voir Julia ici dans la salle, qui a aussi également beaucoup contribué à la réflexion. Je ne vais pas insister sur les personnes qui sont présentes ici. Nous sommes effectivement toutes et tous membres de cette magnifique équipe iAct que tu as présentée tout à l'heure, Eleke. Vous allez voir que cette conférence, eh bien, elle est prise à 3 et vous allez nous voir bouger. Voilà, je vais commencer juste là maintenant et puis après, hop, je vais laisser la place à Daniele et hop, il va me relaisser la place et hop, ensuite ce sera Jessica. Donc, participation tout au long et de la recherche et de cette conférence. Merci beaucoup Nathalie. Je vais essayer de situer, donc mon nom est Daniele Beltrametti, je vais essayer de situer la problématique dans laquelle s'inscrit notre recherche et notre travail, qui est celle d'une part des compétences de base qui sont entendues comme Eleke l'a dit en introduction, ces compétences qui sont indispensables aujourd'hui dans la vie de tous les jours pour être autonome, pour fonctionner au travail et pour se former tout au long de la vie. Pour le dire très brièvement, il s'agit des compétences de base à l'écrit, à l'oral, en français dans notre contexte,
les notions de base, on calcule, on parle vraiment des opérations de base, les pourcentages, les fractions, et l'usage des outils numériques qui aujourd'hui sont indispensables. L'autre volet de la problématique, c'est justement la numérisation de la société. Je n'ai pas besoin de réinsister là-dessus, de vous expliquer comment aujourd'hui on est obligé, que le veuille ou pas, de passer par toute une série d'outils, de supports, de plateformes numériques pour réaliser toute une série de tâches dans notre vie quotidienne, à nouveau en tant que citoyen, en tant qu'employé, en tant que salarié, pour communiquer avec la famille, pour toutes sortes de situations. En termes d'approche, on va dire théorique, approches qui ne sont pas forcément toujours explicitées, mais quand on parle, quand on évoque le numérique, et en particulier le numérique en contexte d'éducation, on va préciser cela plus tard, on veut souligner deux approches qui sont un peu prépondérantes, qu'on retrouve souvent, l'approche déterministe et instrumentaliste. Brièvement, l'approche déterministe concerne un peu cette idée que quand on introduit le numérique en éducation, il va se passer quelque chose qui est déterminable. Donc on introduit cette variable et il y a quelque chose qui va se passer qui est anticipable. Et donc le numérique va forcément déterminer telle et telle conséquence, indépendamment du contexte des acteurs qui vont mobiliser le numérique. Et c'est justement la première critique de cette approche, c'est qu'on sous-estime l'apport du contexte et des acteurs qui mobilisent les outils numériques. De l'autre côté, il y a l'approche instrumentaliste qui dit implicitement que le numérique a des valeurs propres, des valeurs intrinsèques qui, elles, vont à nouveau amener quelque chose de positif en contexte éducatif, indépendamment à nouveau du contexte des acteurs. Et dans ce cas-là, on va surévaluer l'apport des outils numériques dans la situation. Donc, l'idée de je n'ai pas le temps de beaucoup approfondir ces approches, mais l'idée c'est de nous mettre en opposition à ces approches qui sont des approches assez dominantes quand on mentionne le numérique aujourd'hui en éducation. Et le numérique détermine non seulement, pour sortir du contexte éducatif, non seulement des conséquences dans ces contextes-là, mais aussi au niveau sociétal, comme à nouveau l'a mentionné Léké en introduction. Il y a la notion de fracture numérique. Il y a plusieurs fractures numériques en termes d'accès aux outils, de compétences d'usage des outils, d'usage, d'impact des usages. On parle de fracture numérique dynamique, donc le fait que les outils évoluent continuellement et rapidement, ce qui requiert non seulement d'acquérir des compétences, mais de les mettre à jour continuellement, et ce qui détermine, qui amène une certaine des formes d'exclusion numérique ou d'exclusion aussi sociale tout court, qui sont problématiques au niveau sociétal. Donc la réflexion et la recherche qu'on a développée s'inscrit dans ce cadre général. Donc la recherche s'appelait DORA, qui est l'acronyme de Défis et opportunités du numérique en formation de base des adultes, une recherche-action, et qui s'inscrit justement dans le domaine de la formation de base des adultes, dans lequel moi je travaille depuis longtemps, avant d'arriver à l'université, qui propose, pour le dire rapidement, des cours de formation sous différentes formes à des adultes qui ont des besoins dans le domaine des compétences de base. On parle de cours d'alphabétisation, lecture, écriture, calcul, remise à niveau, etc., cours de lutte contre l'illettrisme, cours d'acquisition de compétences numériques de base, et qui s'adressent souvent à des publics précarisés. L'approche qu'on a décidé d'utiliser dans le cadre de notre recherche, c'est l'approche sociocritique qui est proposée entre autres par Simon Collin et Perrine Brodkorn, qui travaillent au Canada et en Belgique notamment, et qui propose entre autres l'idée que quand on veut discuter de numérique dans un contexte comme la formation formelle, c'est très important de tenir compte des usages qui ont lieu en dehors de la situation formelle. Il part de l'idée que, donc Collin travaille surtout sur les élèves en l'école obligatoire, mais cette réflexion est transposable aux adultes, et il évoque le fait qu'à l'école, on a tendance à se focaliser sur des usages très formels en lien avec l'éducation et les usages à l'école, et on oublie le fait, on laisse de côté en tout cas souvent, le fait que les élèves en fait utilisent le numérique le plus souvent en dehors de l'école, qui, ils et elles, ont appris à utiliser le numérique en dehors de l'école. Donc l'apprentissage, l'approche des outils se fait de manière très informelle, et les usages eux-mêmes sont très informels. Et si on ne met pas un pont entre ces usages intrascolaires ou plus formels et les autres usages, on risque de passer à côté d'un certain nombre de choses. Et l'idée, c'est aussi de prendre en compte, évidemment, d'où l'aspect critique, les questions de rapport de pouvoir, les rapports de force, tous les enjeux santé, qu'ils soient économiques, politiques, sociétaux, qui se cachent derrière les outils numériques et les usages du numérique. Donc l'idée, c'est de prendre en compte toute cette question des enjeux de pouvoir dans la réflexion autour du numérique. Je passe la parole à Nathalie.
de manière un petit peu plus générale, cette recherche qui a été véritablement initiée par Daniele Beltrametti, j'aimerais le souligner, s'inscrit dans une réflexion théorique et épistémologique plus large que nous adoptons dans le cadre de notre équipe AIACT, qui prend cette perspective, on va l'appeler psychosociale, qui cherche à intégrer, à articuler à la fois une perspective très inscrite dans la biographie, dans la trajectoire personnelle des individus, et en même temps en prenant en considération des dimensions sociales, institutionnelles et politiques. Et il nous semble, et vous l'avez certainement vu aussi dans la présentation de la recherche, en quelques mots qu'a fait ici Daniele, combien ces deux aspects, à la fois les compétences, les pratiques qui sont construites et développées tout au long d'un parcours de vie, s'articulent et répondent ou se mettent en écho, parfois avec difficulté, à des attentes, à des injonctions aussi sociales et politiques. Donc ces deux aspects sont véritablement articulés dans la recherche et en cela s'inscrivent dans cette dimension un petit peu plus large d'une perspective psychosociale. Et puis, vous l'avez vu, la recherche DORA et on va le voir tout au long de cette conférence, est véritablement une recherche-action. Alors, on ne va pas entrer dans les méandres et dans les détails de ce que c'est qu'une recherche-action, puisqu'il y a toute une littérature à ce sujet. Mais l'idée avec cette recherche DORA, c'est véritablement de prendre en considération les personnes avec lesquelles on allait travailler. Donc, c'est une recherche qui se veut penser avec les partenaires des différents terrains, les différents acteurs qui sont impliqués dans cette réflexion autour des compétences de base. Et puis une approche participative, alors là aussi, comme le cycle l'entend, on a bien toutes sortes de points de vue et d'éclairage autour de ces approches. Il faudrait mettre au pluriel, évidemment, approche participative. Ce qu'on adopte aussi comme regard dans le cadre de notre recherche et de manière plus générale dans le cadre de l'équipe, c'est de considérer ces approches participatives à la fois comme des objets d'étude, c'est-à-dire qu'on voit bien combien, depuis un certain nombre d'années, les approches participatives sont un petit peu quelque chose de l'ordre de ce qu'on doit faire, de ce qu'on fait, peut-être avec un effet de mode. On considère qu'il est important de prendre en considération le point de vue de l'ensemble des acteurs et de les intégrer dans la réflexion, dans la mise en place aussi d'un dispositif de recherche. Donc, à la fois, on considère ces approches participatives comme des objets d'étude. En quoi est-ce que ça consiste? Quelles sont les difficultés aussi rencontrées par les différents acteurs? À quoi ça apporte? Quelles sont les conditions aussi d'une approche participative? Et puis, comme démarche de recherche, et c'est bien ce qui a été mis en œuvre dans le cadre de la recherche DORA. Et vous allez voir que dans cette conférence, on essaye de prendre en compte les deux dimensions. La recherche DORA est à la fois vraiment inscrite, construite dans une perspective participative, vous allez le voir dans le détail, et puis en même temps, aujourd'hui, on essaye de vous donner aussi quelques éléments de comment les choses se sont construites, co-construites au pas à pas, avec aussi parfois les difficultés évidemment rencontrées dans les dialogues, les conversations et les négociations entre les différents partenaires. Alors, ces dimensions participatives dans le domaine de la recherche, ce sont des objets de réflexion depuis longtemps en sciences humaines et sociales. On peut rappeler Lewin, qui déjà en 1947 montrait combien, pour les sciences de l'homme, c'était une démarche extrêmement intéressante et importante, puisqu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la co-construction du changement social qui était si important à ses yeux. Donc, une recherche-action participative qui a pour intention de mettre en œuvre l'engagement des différents partenaires, des différents acteurs, la co-construction de connaissances qui fassent sens pour les différents participants et partenaires dans une perspective de changement et dans une perspective aussi de construction d'un pouvoir d'agir, une fois de plus, pour les différents acteurs. La recherche, évidemment, montre qu'il y a toutes sortes de difficultés, ce qu'on appelle des zones de tension,
puisqu'il ne s'agit pas d'une baguette magique, il ne s'agit pas uniquement de dire faisons de la participation pour faire de la participation. Vous allez le voir tout à l'heure, il y a tout un travail de co-construction, de négociation, des incertitudes, des compromis, des rapports au savoir, des rapports de pouvoir, évidemment, qu'il s'agit de prendre en considération. Et à travers un certain nombre de travaux, on peut envisager aussi que ces zones de tension, plutôt que de montrer des impossibilités, des difficultés de mise en œuvre, eh bien, elles sont aussi des occasions de développement, que ce soit du point de vue des personnes comme du point de vue des activités. Et c'est précisément ce que nous allons essayer de montrer dans cette conférence. Alors, ce qu'on cherche à travers notre réflexion, et dans le cadre de la recherche d'Aura, c'est tout à fait manifeste, de manière à pouvoir soutenir ce travail de participation, eh bien, il est important aussi de mettre à disposition un certain nombre d'outils, d'instruments, de dispositifs. D'ailleurs, on a eu toutes ces discussions autour des termes utilisés, qui permettent aux personnes un travail réflexif, une posture réflexive. Et c'est ça qui sera aussi l'enjeu, puisque la posture réflexive est à la fois un outil de transformation, mais aussi la finalité de la démarche. L'idée, c'est de permettre aux personnes de s'arrêter dans l'action, s'arrêter dans l'activité, de la prendre comme objet de réflexion et ainsi de la transformer potentiellement, en tous les cas, de réfléchir à leur pratique et potentiellement de la développer. Donc c'est bien cette posture-là aussi que nous cherchons à mettre en place, avec l'idée que cette démarche réflexive est à la fois critique, ça nous permet aussi en tant que chercheurs et partenaires de la recherche de ne pas s'inscrire dans une perspective d'autosatisfaction. On s'arrête de manière critique aussi pour s'arrêter sur nos propres pratiques et sur les pratiques des personnes qui sont dans l'action. Et puis dans une perspective aussi constructive, puisqu'il s'agit d'apprendre de cette expérience. Donc cette démarche réflexive, on la pose pour nous-mêmes en tant que chercheurs, chercheuses, et puis on la met aussi à disposition des différents partenaires avec lesquels nous avons travaillé. Dans cet exposé, nous avons plusieurs objectifs. Il s'agit dans un premier temps déjà de vous montrer, dans une perspective un peu descriptive aussi, quand on dit qu'il s'agit d'une recherche participative, comment est-ce qu'on l'a mise en œuvre ? Qu'est-ce que ça veut dire, une démarche participative? Ici, pour la recherche d'Aura, eh bien, on vous montrera les différents processus, aussi dans la temporalité, et surtout, on vous montrera combien les choses sont en boucle. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas penser que, voilà, on a mis en place une activité qui a donné lieu à une autre chose, etc. Tout cela est en boucle, rétroactive. C'est cette première étape et cette première intention pour nous de présenter les dimensions participatives du projet d'Aura. Et puis, on fera un zoom sur une des parties de la recherche. Vous verrez qu'il y a deux axes principaux de cette recherche. On fera un zoom sur le deuxième axe, vous verrez de quoi il s'agit tout à l'heure, dont le but était de soutenir les dimensions réflexives précisément des activités d'enseignement-apprentissage avec et sans le numérique. On aura l'occasion de parler des résultats de cette expérimentation, de cet exercice, et puis on s'arrêtera aussi sur les difficultés qui ont été rencontrées et que nous avons considérées comme des lieux précisément de transformation de l'activité, même de la recherche, puisque ça nous a obligés aussi à la repenser. En conclusion, il s'agira de réfléchir à qu'est-ce qu'on apprend finalement de cette démarche participative, recherche-action, etc. Et on vous fera un certain nombre de propositions qui seront évidemment à discuter dans le petit moment d'échange à la fin de la conférence. Donc moi, je vais dans un premier temps pouvoir répondre à la première question qui était donc dans l'ensemble de notre projet de recherche, comment est-ce que nous avons pensé la participation
de chacun. Et donc, pour nous, cette étape s'est passée dans les débuts de 2022, donc déjà dès le mois de février et mars. Et notre intention de base, c'était de pouvoir, en premier lieu, impliquer des adultes qui sont en formation, de pouvoir vraiment faire le projet avec le terrain, comme Nathalie l'a dit avant, avec les personnes qui suivent des formations pour réellement comprendre leurs besoins et leurs difficultés et questionnements. Ensuite, pour atteindre ces adultes, on a réfléchi à contacter donc des institutions et des organismes de formation. Donc pour ça, il y avait différentes personnes qui avaient des fonctions différentes. C'était parfois des directions, parfois des responsables pédagogiques ou référents numériques, parfois des formateurs et des formatrices qu'on a sollicités pour une première rencontre au mois de mars pour leur présenter le projet qu'on avait construit déjà avec les assises théoriques et les questionnements généraux, mais pouvoir vraiment les inviter à participer avec nous. Et un troisième groupe de personnes qu'on avait à cœur de pouvoir valoriser et impliquer dans ce projet, c'est les politiques publiques, les autorités, les financeurs. Et donc, pour ça, on a aussi pris contact avec ce groupe de personnes pour leur présenter notre projet et leur demander s'ils étaient d'accord de participer à ça avec nous. Il y avait au début 15 institutions qui étaient intéressées à participer et finalement 11 d'entre eux ont pu suivre tout le projet dans l'entièreté. Les personnes qui ont dû renoncer faute de temps ou de ressources disponibles, mais nous avons eu le plaisir de pouvoir être accompagnés donc de ces 11 institutions que vous pouvez voir à gauche. Et pour les recruter, le premier endroit, c'était à travers la CRFBA, donc c'est la coordination romande pour la formation de base des adultes, dont Daniele est le coordinateur. Ça regroupe plus de 40 institutions qui œuvrent dans la formation aux compétences de base. Donc, c'était le moyen de contact pour leur demander s'ils étaient intéressés à participer. Pour les politiques publiques, il s'agissait de la conférence suisse pour la formation continue, à travers lesquelles on a demandé si certaines des personnes étaient d'accord de participer également avec nous. Et avec toutes ces personnes, donc, nous avons construit aussi notre groupe, donc, de pouvoir mettre ensemble toutes ces institutions au travers de ce projet qui est animé par l'Université de Genève. Après avoir construit notre groupe, donc des 11 institutions qui étaient partie prenante du projet, on a pris une nouvelle étape de participation pour élaborer les axes de recherche. Et donc, pour nous, c'était important de pouvoir vraiment affiner avec eux quels étaient leurs objectifs, leurs questionnements, leurs souhaits d'approfondissement autour de cette question du numérique et de cette fracture pour pouvoir vraiment répondre à leur réalité institutionnelle. Donc, pendant ces 6 mois, donc de tout le deuxième semestre de 2022, on a eu plusieurs rencontres avec ces différentes personnes pour affiner ces objectifs. On a défini 2 axes de travail. Donc d'abord, le premier axe qui est l'analyse des besoins des adultes vis-à-vis du numérique, qui est un des axes du travail qu'on ne va pas aller dans les détails aujourd'hui. Et l'autre, dans lequel on va vraiment entrer dans les résultats et les difficultés aujourd'hui, c'est le deuxième axe sur l'évaluation de l'impact du numérique sur l'apprentissage. Et pour ça, nous avons 2 questions de recherche qui ont été définies. Pour illustrer les différentes participations à ce projet, donc, on a au centre l'équipe Dora qui est nous 3, avec le groupe de coordination que vous voyez en haut, qui sont ces 11 institutions qui étaient d'accord de participer dès le début. Et en dessous, vous voyez le groupe d'accompagnement. Donc ça, c'est donc Julia et Edith
font partie. C'était pour nous important aussi d'avoir des rencontres régulières avec ce groupe d'accompagnement de l'université qui a permis de pouvoir nous rappeler des assises théoriques, de répondre à nos questions et de pouvoir nous accompagner sur les difficultés et les résultats qu'on obtenait à travers tout ce projet de recherche. Comme on avait 2 axes, on a aussi divisé en 2 parties. Donc on avait d'un côté le groupe de pilotage de l'axe 1. Donc ça, c'était parfois des personnes qui faisaient partie du groupe de coordination, parfois des autres personnes, dont des formateurs qui ont participé à ce groupe, où on a eu des rencontres tous les 2 ou 3 mois, selon les périodes. On a aussi eu pour l'axe 2, donc un groupe de pilotage spécifique à l'axe 2, donc de nouveau avec certaines personnes qui faisaient partie du groupe de coordination et d'autres personnes qui ont rejoint aussi. Et à travers cet axe 2, on a aussi été jusqu'à participer à créer un groupe de formateurs et de formatrices pour qu'ils puissent également réaliser des expérimentations et être en contact directement avec nous à travers ce projet. En termes de soutien, nous avons eu la chance d'avoir plusieurs institutions qui nous ont soutenus. Tout d'abord, le rectorat de l'Université de Genève qui nous a soutenus dans une demande qu'on a fait à une fondation privée qui a accepté de nous soutenir. On est passé par le CEFRI, le secrétariat d'État à la formation, recherche et innovation, qui avait inscrit dans les priorités de recherche de la période concernée la question du numérique dans le domaine des compétences de base. Et on a ensuite contacté la conférence suisse de la formation continue qui est constituée de représentants, donc c'est des fonctionnaires qui travaillent dans tous les cantons suisses et qui sont chargés de la mise en œuvre des politiques publiques de la formation continue, donc en particulier de la mise en œuvre de la loi fédérale sur la formation continue qui donne des ressources, en particulier dans le domaine de la formation aux compétences de base. Donc ces 4 institutions nous ont soutenus financièrement et pour nous c'était important et à nouveau sur la question de la participation, on en reparlera. Mais c'était important de reconnaître la participation, de reconnaître le temps, de reconnaître les ressources que les acteurs qu'on impliquait dans la recherche devaient déployer pour contribuer à cette recherche, le temps, les déplacements, mais notamment le temps. Et c'est pour ça qu'on a construit un budget qui prévoyait de défrayer de salariés avec un système forfaitaire, hein, ça simplifié pour des raisons administratives, mais pour défrayer tout le temps de travail que les personnes ont passé dans la recherche, dans les groupes de travail, dans les lectures des ressources théoriques par exemple, et y compris les adultes qui ont participé à des focus group, à des activités, qui ont été toutes et tous rémunérés pour leur temps de travail, ce qui a représenté environ 20% du budget total de la recherche, et je parle là uniquement des coûts directs de la recherche, donc au total 40 000 francs qui ont été investis pendant ces 2 ans et demi de recherche pour soutenir la participation des personnes à la recherche d'Aura, au projet d'Aura. Très rapidement au niveau de l'axe 1, Jessica l'a précisé, il y avait ces 2 axes de travail. L'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est l'axe 2, mais très brièvement parce que dans l'axe 1 aussi, on a construit le dispositif pour qu'il soit participatif. Alors, on le voit comme ça, comme si c'était quelque chose de linéaire. Pour le dire très rapidement, on a organisé des focus group, une première volée de focus group pour analyser les besoins, pour soutenir la participation et l'expression des besoins des adultes en formation en compétences de base. Suite à cette première volée, on a analysé les données, on a mis en place une deuxième volée de focus group qui a été complétée avec des entretiens, des questionnaires individuels. Sur la base des résultats obtenus et de l'analyse de données, on a créé des principes de conception et d'animation pédagogique qui sont aujourd'hui disponibles sur le site de la CRFBA. L'adresse est affichée sur la slide. Et on a mis en place aussi des expérimentations, donc plusieurs cours. Et donc, je salue Maya ici qui aujourd'hui qui a participé à ces expérimentations avec d'autres personnes. Donc, on a expérimenté, on a mis en œuvre les principes de conception pédagogique et on a continué à les travailler, les améliorer sur la base des expérimentations concrètes pour arriver à une version finale de ces concepts. Et en parallèle, on a créé des cartes photos qui soutiennent l'expression des besoins dans le cadre des focus group et qui sont destinés aux institutions de formation. On en a déjà distribué une centaine et qui sont déjà utilisées aujourd'hui dans plusieurs cours et ateliers de formation en compétences de base. Toutes ces étapes qui ont l'air justement linéaires, en réalité, comme vous l'aurez compris, incluent beaucoup de circulation, beaucoup d'itérations
parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, notamment les principes de conception. On a créé une première version à l'issue des focus group. On l'a travaillé avec le groupe de pilotage de l'Accent. On a fait les expérimentations. On a demandé aux formateurs et formatrices qui expérimentaient d'utiliser, de nous dire comment ils appliquaient les principes de conception et de critiquer ces principes, de nous proposer des améliorations. Donc voilà, je dis tout ça très brièvement et de manière très succincte, mais tout ça a permis vraiment de manière itérative d'améliorer et d'arriver à des principes qui soient le plus solides et qui répondent au mieux aux besoins de terrain et aux résultats des données de notre recherche. Au niveau de l'axe 2, qui est donc le cœur de notre conférence aujourd'hui, il y avait 2 questions de recherche qui étaient affichées dans la slide précédente de Jessica, que je vais préciser ici. La première est la suivante. Dans le cadre des pratiques de formation formelle, quel est l'impact sur les apprentissages de pratiques pédagogiques qui s'appuient sur le numérique comme support à l'enseignement? Et la deuxième question de recherche est au niveau de l'évaluation, quelle est la plus-value de pratiques pédagogiques favorisant l'évaluation conjointe entre formateurs et formatrices et apprenants-apprenantes. Derrière ces 2 questions, il y a un constat qui est le suivant, c'est que le numérique, dans le domaine de la formation en compétences de base, peut jouer 2 fonctions principalement. La première fonction, c'est celle de support pédagogique. Donc, on est là pour apprendre autre chose que le numérique. On est là à priorité pour apprendre le français, la lecture et l'écriture, le calcul. Et le numérique vient en soutien comme support pédagogique. La deuxième fonction, c'est celle d'objectif de formation. Et là, on pense aux cours de formation qui permettent d'apprendre à utiliser le numérique. Donc, dans la première question, l'idée, c'est d'évaluer quel est l'impact sur les apprentissages du numérique. On va entrer dans les détails tout de suite. Et la deuxième question, c'est plutôt en quoi le fait de réaliser des pratiques pédagogiques qui permettent d'évaluer de manière conjointe l'impact du numérique sur les apprentissages et sur la formation, voilà, de quelle manière ces pratiques d'évaluation conjointe peuvent soutenir l'apprentissage et la formation. Donc pour les étapes, pour le dire brièvement, on a, comme l'a dit Jessica, on a défini les objectifs et le groupe de pilotage en 2023. On a créé ce qu'on a appelé, nous, voilà, comme disait Nathalie, on a discuté sur les termes. Est-ce qu'outil, c'est le bon terme? C'est discutable. Si vous avez des avis là-dessus, c'est volontiers. On a créé un outil d'évaluation conjointe. On l'a créé ensemble avec le groupe de pilotage, avec les formateurs. On a expérimenté cet outil dans les cours et on a mis en place au parallèle des expérimentations, des échanges de pratiques avec les formateurs et les formatrices qui ont expérimenté cet outil et on a, en termes à la fin du parcours, analysé toutes les données qu'on a récoltées dans le cadre de tout ce travail. Et tout ça, voilà, à nouveau, on a l'impression qu'il y a une linéarité, mais tout ça se fait avec beaucoup d'allers-retours entre le groupe de pilotage, le groupe de formateurs, l'analyse des données, l'outil en tant que tel, etc. Et c'est la slide suivante qui donne plus de détails. Donc si on prend justement cette deuxième étape qui était donc la construction de cet outil d'évaluation, elle a été faite en plusieurs temps. Et donc là, on a le début du temps, c'était en septembre 2023 jusqu'à mai 2024. Et donc on a commencé avec 2 rencontres avec le groupe de pilotage. Donc ça, c'était plutôt les responsables d'institutions qui étaient présents pour créer une base de volonté d'outils. Et on a également en parallèle eu des rencontres avec le groupe d'accompagnement de l'université. Ce qu'on a réalisé à travers ce début de construction, c'est qu'on voulait impliquer aussi des formateurs et des formatrices qui étaient directement dans les cours, en lien avec les participants, pour qu'ils puissent aussi réaliser une partie de la recherche avec nous. Donc, en même temps, on a demandé aux institutions de regarder au sein de leurs institutions si quel formateur était d'accord de participer avec nous. Ce qui nous a permis de créer un groupe de formateurs-formatrices. On en avait 12 au total qui nous ont rejoints pour faire partie de ce groupe. Et ensemble, on a développé l'outil dans ses aspects plus concrets et développés. Pour finir, on a eu une dernière rencontre avec le groupe de pilotage pour valider et finaliser ce projet. Voilà, un premier résultat à illustrer, intéressant. Nathalie parlait avant d'incidents critiques.
ou de tension. Pendant cette phase de création de l'outil, il y a le groupe de formateurs et formatrices qui a vraiment, fait émerger l'idée de dire, mais si on veut travailler sur le numérique, si on veut évaluer l'impact du numérique dans les cours, ça serait intéressant d'organiser 2 activités pédagogiques. Dans l'une, on utilise le numérique, dans l'autre, on n'utilise pas le numérique, et ensuite, on compare les 2 activités pédagogiques. J'avoue que moi, je n'étais pas du tout convaincu par l'idée. Pour moi, le fait d'isoler une variable comme ça, alors qu'il y avait plein d'autres variables qui se modifiaient par la force des choses entre une activité et l'autre activité, n'était pas vraiment viable sur le plan méthodologique. Et on a eu une discussion avec ce groupe de formateurs et formatrices, et il y a eu une négociation. Donc on a dû discuter, on a dû mettre les choses sur la table, comparer les points de vue des uns et des autres, on a négocié, et on a décidé, en fin de compte, d'aller de l'avant avec cette idée d'activité comparée, une activité numérique et non numérique, tout en gardant les points d'attention, hein, et on en a discuté d'ailleurs aussi avec le groupe d'accompagnement scientifique de l'université. Et donc, tout en gardant ces points d'attention sur les risques et sur les dérives possibles de ce type de dispositif méthodologique, mais c'est intéressant de voir comment, dans une démarche participative, il y a à des moments donnés des tensions qui peuvent se créer, des désaccords. Et je pense qu'un des points fondamentaux, c'est que ces désaccords doivent être posés sur la table, doivent être thématisés, doivent être nommés, et il faut un certain engagement, une certaine disponibilité des acteurs en présence pour négocier, se mettre d'accord et chercher des solutions ensemble et arriver à un compromis. Et ça, c'est déjà une étape importante de la démarche participative qui demande un effort et une adaptation de la part de tous les acteurs présents. Alors, l'idée, avant de vous présenter l'outil en tant que tel, l'idée, voilà, c'est un peu ce que j'ai déjà dit dans cette slide, l'idée c'est de comparer le vécu d'une activité pédagogique en formation de base qui mobilise le numérique et une autre activité aux mêmes objectifs qui mobilise, elle, pas le numérique. Et pour ce faire, et tout ça en proposant des instruments, des outils qui soutiennent l'analyse réflexive des acteurs, que ce soit les formateurs et formatrices impliqués et ou les apprenants qui ont participé à ces expérimentations. Et pour ça, on a mobilisé 2 modèles qui sont assez connus sur le plan scientifique et assez utilisés dans le domaine éducatif, et non seulement sur la question du numérique et des outils numériques, qui sont le modèle ASPID et TAM qu'on vous représentera très rapidement tout à l'heure. Pour entrer dans l'outil de manière concrète, donc l'outil c'est réalisé en plusieurs phases et plusieurs étapes. Donc il s'agit donc d'évaluer le numérique en situation d'apprentissage et donc d'avoir le point de vue de tous les acteurs impliqués. Donc le tableau il se lit de haut en bas et après de gauche à droite. Donc la première chose qui a été réalisée, c'était de pouvoir présenter le formulaire de consentement qui a été réalisé avec l'équipe d'Aura pour que tout le monde soit d'accord de participer à cette étape. Ensuite, les formateurs et les formatrices qui participaient au projet ont rempli des programmations. Donc, il s'agit de remplir un canevas de préparation de cours avec toutes les différentes questions qu'on avait proposées sur la structure, les outils qui allaient être mobilisés, les supports, les activités qui allaient être proposées, le timing, mais aussi plusieurs choses sur leur réflexion de pourquoi est-ce qu'ils voulaient mobiliser le numérique et qu'est-ce que ça allait apporter. L'idée, c'était donc que ces 2 programmations qui sont en vert à gauche soient avec des objectifs pédagogiques similaires. Donc, il y a par exemple une personne qui voulait faire découvrir le vocabulaire de la cuisine et qui l'a fait une fois avec une application Quizlet et une fois avec une feuille de papier avec des images et du texte. Donc, l'idée, c'est d'avoir des choses similaires. La 3e étape, qui a été le vécu de cette activité. Donc, une fois avec du numérique, une fois sans du numérique. Et à la fin de chacune des activités, il y a eu une évaluation à chaud, donc au travers d'un questionnaire
participation au projet, comment est-ce qu'ils ont apprécié l'activité et qu'est-ce que ça leur a apporté. Vous verrez plus tard un exemple de ce questionnaire. Après avoir vécu ce temps donc avec les apprenants, les parties en orange sont les parties entre formateurs et apprenants, le formateur a pris le temps tout seul de faire un journal de bord, donc de répondre à des questions et d'avoir vraiment une réflexion sur cette participation, cette activité, pour voir comment est-ce qu'elle avait été vécue en termes de dynamique, de mobilisation du numérique, de plus-value et de questionnement à ce sujet. Après avoir vécu les deux activités, numérique et non numérique, avec toutes ces étapes, à la fin, il y a eu un temps d'évaluation à froid, et donc ça a été une discussion entre le formateur et le groupe d'apprenants dans le cours pour échanger sur la manière dont ils avaient vécu ces activités, comment est-ce qu'ils comparaient, eux, les activités qu'ils avaient vécues avec les outils numériques, comment est-ce qu'ils avaient vécu les activités sans numérique, et l'idée, c'était aussi de leur créer un espace d'échange pour parler de ce numérique en tant que support à la formation. Et pour terminer, le formateur a rempli un journal de bord sur l'expérimentation complète, donc en revenant vraiment sur tout cet aspect participatif et réflexif sur tout ce que cela lui a apporté. Concrètement, pour réaliser cet outil, chaque formateur et formatrice a réalisé 2 expérimentations, donc 2 fois le schéma que vous avez vu. Et en parallèle, il y a eu aussi des moments d'échange de pratiques. Donc ils ont tous vécu leurs premières expérimentations et on a fait un moment d'échange de pratiques pour revenir sur ce qu'ils avaient vécu, tout en parallèle en ayant aussi des rencontres avec le groupe d'accompagnement de l'université. Ensuite, ils ont tous pu faire leurs 2e expérimentation et à la fin, en octobre 2024, on a eu la dernière rencontre d'échange de pratiques. L'idée, c'était vraiment, à travers ces moments d'échange de pratiques, de vraiment avoir un regard réflexif sur sa manière de vivre le cours. Les expérimentations qui ont été menées ont utilisé ont eu des activités et des thématiques très variées, des supports très variés également, et des outils et des publics variés également. Donc au niveau des supports, certains formateurs et formatrices ont utilisé des téléphones portables, d'autres des tablettes, d'autres des ordinateurs ou des TBI. L'idée, c'était à chaque fois que l'apprenant utilise l'outil numérique. Au niveau des activités, il y a eu donc des activités de dictée avec plusieurs outils, donc Wordwall, Quizlet, WhatsApp. Il y a eu aussi la structure de la phrase négative ou le sujet de l'accord du féminin, et ça a été utilisé avec Wordwall et avec WhatsApp. Des questions de conjugaison avec l'application Kahoot ou le logiciel Smart Notebook. Il y a aussi eu le son O qui a été travaillé avec l'application Ortholude, et une personne a également proposé de faire une activité sur les cartes de remerciement, et elle a utilisé une fois Internet et Word pour qu'ils puissent chercher des images et les écrire dans Word, et l'autre fois des journaux où ils ont pu découper et faire un collage. Pendant ces moments d'échange de pratiques, donc au fur et à mesure de ces expérimentations, les intentions ont vraiment été de pouvoir partager sur les réussites, les difficultés, mais également les résultats qu'eux tiraient de tout ce processus participatif. Et pour nous, c'était important aussi d'avoir un retour sur cet outil d'évaluation qu'on avait mis en place et d'avoir des propositions d'adaptation pour qu'ensuite il puisse être proposé à un plus grand nombre d'institutions.
il y a eu beaucoup de retours très positifs sur l'outil, sur la démarche réflexive et également sur l'impact du numérique. Les formateurs ont vraiment trouvé beaucoup de qualité et ont dit que c'était intéressant de pouvoir utiliser aussi cet outil et de le proposer à leurs collègues. Mais on a également aperçu de notre côté et du côté des formateurs, ils nous ont transmis que c'était vraiment quelque chose qui demandait quand même beaucoup d'investissement, donc avec beaucoup de documents à remplir, de temps à prendre pour faire cela et qui n'avaient pas forcément. Et que sans accompagnement, c'était difficile de pouvoir l'utiliser tel quel. À partir du mois de juin, une fois que tout le monde avait fait ses expérimentations, on a eu une très grande quantité de données. Donc on a eu les programmations des cours que les formateurs et formatrices avaient préparés, les journaux de bord à chaud qu'ils avaient remplis juste après chacune des séquences, le journal de bord à froid rempli à la fin de l'ensemble de leur expérimentation, des questionnaires à chaud remplis par les apprenants sur leur retour sur les activités vécues, des enregistrements des discussions qui ont eu lieu à froid avec les apprenants et les formateurs. On a aussi eu des notes, donc des échanges de pratiques entre les formateurs, et deux formatrices nous ont fait part de aussi leurs réflexions qu'elles avaient en dehors de ces moments qu'on avait dédiés à l'échange. Elles avaient envie de creuser, d'approfondir cette thématique et nous ont envoyé également 2 rapports de leurs réflexions comme données spontanées. Donc maintenant, on va entrer vraiment dans la partie des résultats en répondant à nos 2 questions. Donc la première qui était d'analyser l'impact du numérique en formation et la deuxième qui était d'analyser l'évaluation conjointe et l'analyse réflexive, autant du côté des apprenants que des formateurs et formatrices. Merci, je vais essayer de passer vite parce que le temps vole à une vitesse phénoménale. Alors, le modèle sur lequel on s'est basé pour créer ces questionnaires remplis à chaud par les apprenants et les apprenantes après les activités numériques et non numériques est le modèle TAM, Technology Acceptance Model. Donc, c'est un modèle qui vise à analyser ou prédire la manière dont une technologie peut être adoptée. Et l'idée, la théorie derrière, c'est celle de l'action raisonnée. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de précurseurs qui vont impacter la perception des personnes qui vont utiliser cette technologie, sur la facilité d'utilisation et sur l'utilité de cette technologie. Et donc, ces 2 facteurs vont influencer directement l'attitude et donc l'intention d'utiliser ces outils. Nous, on a décidé de prendre un certain nombre de précurseurs dans les différentes sources théoriques qu'on a trouvées, qui sont ceux que vous voyez en bas, le sentiment d'efficacité personnelle, l'anxiété technologique, le plaisir perçu et l'effort et l'accessibilité. Et on a traduit ces précurseurs, ces variables dans le questionnaire que vous voyez là. Donc on a demandé aux personnes de l'offrir ce questionnaire, c'était une page A4. Et on a mis ça sur une échelle de 1 à 10. On a beaucoup insisté, on a beaucoup accompagné les formateurs et les formatrices pour prendre le temps avec les apprenants de lire les questions une à une, bien expliquer l'idée de l'échelle de 1 à 10. On a bien travaillé sur les items pour qu'ils soient le plus compréhensibles et directs possible. Donc le but était que le questionnaire soit rempli en pleine conscience et compréhension et qu'il soit que les personnes le remplissent en sachant où elles mettent les cases et que donc les données soient fiables. En tout, comme l'a dit Jessica, on a réalisé 12 expérimentations qui nous ont permis d'avoir 171 questionnaires, ce qui donne une base statistiquement qui commence à être intéressante. Donc j'insiste sur le fait que les personnes ont rempli un questionnaire après l'activité qui mobilisait le numérique et aussi après l'activité qui ne mobilisait pas du numérique. Et on n'a pas, nous, prédéfini un ordre. On n'a pas dit aux formateurs et formatrices, vous commencez par l'activité numérique et ensuite le numérique ou l'inverse. On a laissé une liberté totale aux formateurs. Ça fait partie de la participation. Et Jessica a mentionné d'ailleurs tous les outils mobilisés. C'est les formateurs et les formatrices qui les ont choisis en fonction de leurs objectifs et de leurs connaissances. Donc il y avait beaucoup de
de possibilités à l'intérieur de ces expérimentations. Et ces variables qu'on a utilisées dans le questionnaire, on les a aussi utilisées dans les journaux de bord. On a demandé aux formateurs et formatrices, en amont de l'activité, de définir à leur avis quelles étaient les variables qui étaient importantes pour les apprenants, donc de manière prédictive, donc pour voir leur représentation quant aux variables importantes pour les apprenants, parmi les variables que j'ai mentionnées tout à l'heure. Alors, on n'a pas le temps ici de rentrer dans tous les détails de l'analyse. Ça, ce que vous voyez, c'est les histogrammes donc sur l'échelle 1 à 10, on a donné 1 point pour 1, 10 points pour 10. Et ça, c'est les points obtenus pour les réponses données par les personnes. Ça, c'est le questionnaire rempli par les apprenants et les apprenantes après les activités. En bleu, les réponses données sur l'activité numérique et en orange, les réponses données pour les activités sont numériques et chaque colonne correspond aux variables qui étaient dans le questionnaire. La première est la plus petite parce que c'était juste 4 smileys, comme vous les avez vus, ce n'était pas une échelle de 1 à 10. Alors, 3 constats très rapidement, 3 résultats qu'on veut partager ici. Le premier, et c'est un message pour moi politique important, quand j'ai initié la recherche avec mes collègues, j'étais vraiment sur l'approche déterministe, entouré, je sentais cette idée, notamment du point de vue des politiques, des financeurs, des porteurs de politiques publiques. Cette idée qu'on mobilise le numérique et tout va bien se passer. On mobilise le numérique, il y aura un impact positif. Le numérique est bien de toute façon. Voilà, ça va amener quelque chose de... Donc, comme je disais avant, le numérique a ses conséquences directes comme une idée portée par les politiciens. Et ces résultats nous semblent montrer que l'absence d'écart dans les réponses entre activités numériques et non numériques, et ça sur un nombre de données relativement important et sur un nombre d'expérimentations relativement important, montre qu'en réalité, le numérique ne détermine pas en tant que tel quelque chose de précis, et donc ce n'est pas une variable qui peut être isolée des autres. Et pour nous, c'est un message pour dire que le numérique en tant que tel ne veut rien dire. On ne peut pas parler de numérique comme ça, il faut parler de numérique en contexte, par rapport aux outils qu'on mobilise, par rapport au public qui est là, par rapport à l'activité pédagogique. Donc on ne peut pas juste parler du numérique comme ça en général. Et ça, c'est, je dirais, le premier message qui me semble est bien appuyé par ces résultats. Le deuxième message, c'est l'écart de la perception santé entre les formateurs et les formatrices et les apprenants. Il y a un nombre important, en tout cas majorité de formateurs et formatrices qui ont souligné dans la programmation l'anxiété technologique comme étant une variable qui pouvait influencer fortement l'activité qui mobilisait le numérique pour les apprenants, donc le fait qu'ils soient anxieux. Et si vous regardez les questions en lien avec l'anxiété technologique, donc vous avez... qui sont liées notamment avec le stress. Il y a une question sur le stress. Voilà, est-ce que cette activité vous a stressé? Et on voit que l'écart entre les deux activités est plutôt bas, voire minime. Et pour nous, ça montre, en tout cas le résultat qu'on veut montrer ici, c'est qu'il nous semble, d'après ces données, que les formateurs et formatrices auraient tendance peut-être à projeter sur les apprenants et les apprenantes une certaine anxiété technologique qui en réalité n'est pas vraiment là et qui est peut-être plus le fruit de leur propre anxiété que celle des apprenants. Ça, c'est pour nous aussi un résultat intéressant. Et un dernier qui est intéressant, c'est que la colonne où on voit le plus d'écart, c'est celle de la perception de l'effort. Et on voit que les activités non numériques demandent plus d'efforts que les activités qui mobilisent le numérique. Et il nous semble que ça est assez cohérent avec un certain nombre de remarques qui ont été faites et qui sont très récurrentes dans les discussions à froid, l'évaluation conjointe qui a été faite après les deux activités entre le formateur, formatrice et les apprenants, qui a été enregistrée et qu'on a réécouté. Et beaucoup d'apprenants et apprenantes disaient, mais en fait, moi, j'ai besoin d'écrire à la main, ça me demande plus de travail, ça me demande plus d'efforts, et c'est comme ça que j'apprends. Et donc, qu'il y a une mise en lien entre l'effort déployé pendant l'activité d'apprentissage et les apprentissages eux-mêmes. Et les apprenants avaient tendance à dire, ces activités numériques qui sont un petit peu ludiques, un petit peu avec tous ces côtés, on manipule, il y a des couleurs, il y a des animations, etc., sont bien, mais sont peut-être plus utiles pour nous, pour réviser, pour renforcer les apprentissages. Quand il s'agit vraiment d'apprendre en salle de classe, nous, on préfère écrire à la main et travailler sur des choses non numériques parce que ça demande plus d'efforts, et c'est ces efforts qui nous permettent de mieux apprendre.
Voilà, ça c'est un résultat. Les résultats en lien avec ce modèle TAM qu'on a pu tirer des expérimentations. Daniele vous a parlé avant également du modèle ASPID qui nous a aussi accompagnés pour répondre à la deuxième question qui était liée donc à l'analyse réflexive et à l'évaluation conjointe. Le modèle ASPID, il permet de réfléchir à l'impact du numérique sur l'apprentissage. Et c'est un outil qui se base sur le fait de voir est-ce que l'intégration d'une nouvelle technologie dans la pratique de formation, est-ce qu'elle va amener plutôt une substitution, donc que ça ne va pas changer grand-chose qu'on l'utilise ou pas? Est-ce que ça va apporter un progrès, donc quelque chose qu'on a réalisé avec une meilleure efficacité? Est-ce que ça va plutôt apporter une innovation, quelque chose qu'on ne peut pas du tout faire avec si on n'utilisait pas le numérique? Et de l'autre côté, une possibilité également, c'est que l'ajout du numérique apporte une détérioration, donc que ça augmente les difficultés soit des formateurs et des formatrices, soit des apprenants. Pour nous, ce modèle, il nous a aidés comme grille de lecture pour favoriser la réflexivité chez les formateurs. On est bien conscient qu'il y a des limites et des questionnements liés à ce modèle, mais pour nous, c'était vraiment de pouvoir proposer aux formateurs et formatrices de pouvoir réfléchir sur leurs activités et de pouvoir avoir certains points de focalisation pour réfléchir à leur pratique. Pour ça, on a donc dans leur document de programmation, il y avait des questions en lien avec ce modèle. Donc, avant de réaliser l'activité, ils étaient amenés à réfléchir si l'activité qu'ils allaient proposer avec l'outil numérique allait amener plutôt une substitution, un progrès, une innovation ou une détérioration. Et ils devaient expliquer pourquoi. Et de l'autre côté, dans le journal de bord, donc après l'activité, l'idée c'était d'avoir un retour sur cette plus-value du numérique après avoir vécu l'activité et donc de regarder si les éléments qu'ils avaient identifiés avant étaient les mêmes ou si leur perception avait changé suite à la réalisation de l'activité. Et donc, ils ont de nouveau coché celles qui correspondaient et expliqué leur choix. Ce qu'on a observé comme retour par rapport à cette grille de lecture et ce moment de réflexivité des formateurs et formatrices, c'était que quelques formateurs ont gardé leur perception entre ce qu'ils pensaient avant et ce qu'ils pensaient après. Par exemple, plusieurs formatrices avaient l'habitude d'utiliser, ont découvert l'application WordWall et ont proposé une activité de grammaire ou de conjugaison avec cette application. Et elles estimaient qu'avant, ça allait être un progrès, et après avoir vécu l'activité, pour elles, et en lien avec également leurs échanges qu'elles ont eus avec les apprenants, ça restait un progrès parce que ça permettait notamment que les apprenants puissent répéter en dehors des cours, avoir une accessibilité aussi sur le téléphone quand ils sont en déplacement au lieu d'ouvrir leur cahier à la maison et que c'était une application facile d'utilisation. Mais pour la plupart des formateurs et formatrices, ce processus réflexif leur a vraiment permis d'affiner, voire de changer leur perception sur l'impact du numérique dans leur pratique. On en a certains qui ont changé d'avis complètement par rapport à la plus-value et qui ont vu les progrès ou l'innovation possible à travers le numérique. Donc notamment un formateur qui avait utilisé l'application Learning Apps qui, lui, pensait que ça allait être la même chose, qu'il utilise le numérique ou pas, que ça allait pas changer l'ambiance du cours, l'apprentissage des apprenants. Mais il a réalisé que
ça apportait un réel progrès pour les apprenants, qui l'ont souligné eux-mêmes dans le moment d'échange, en disant que ça leur permettait de pouvoir le faire plusieurs fois, de vraiment essayer, de faire des erreurs, de continuer, de refaire, de pouvoir avoir une correction immédiate aussi et de pouvoir faire les choses en autonomie, donc que le formateur n'avait pas imaginé avant. Et d'autres, par contre, ont aussi pu observer une détérioration, comme on a vu dans le modèle. Donc, au début, ils avaient en tête que ça allait apporter un réel progrès, mais ça leur a aussi amené à réfléchir que peut-être il y avait des difficultés qui allaient survenir en plus. Et donc, par exemple, une formatrice qui a utilisé l'application Quizlet, pour elle, ça a totalement changé son regard de réaliser cette activité, parce qu'elle a réalisé que les apprenants et apprenantes avaient des difficultés de compréhension de l'outil numérique et aussi une difficulté d'accessibilité à l'interface, de ne pas savoir où cliquer, comment faire les différentes étapes, que ça c'était des réelles difficultés, et aussi de reconnaître ses mots de passe, de pouvoir accéder, c'était également des choses qui sont ressorties. En conclusion, la participation dans cet outil d'évaluation et donc toute cette démarche qu'on a menée avec cet axe 2 a permis de mettre en avant que l'outil était une réelle base structurante pour l'analyse réflexive et pour soutenir la participation autant des formateurs que des apprenants. Donc là, on a certaines citations des formateurs et formatrices qui nous ont dit que l'outil était vraiment une démarche très aidante, avec vraiment une série de documents qui leur permettaient de bien structurer leurs pensées, que c'était très intéressant aussi de pouvoir réfléchir après avoir réalisé l'activité et de vraiment prendre du temps de réfléchir sur sa pratique. Et que grâce au projet, certains ont pu introduire le numérique pour la première fois dans leur cours et qu'ils ont beaucoup aimé utiliser le numérique comme support à l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture, et qu'ils vont garder ça pour les prochaines pratiques. La démarche a également permis à certains formateurs et certaines formatrices d'évoluer dans leur pratique en mobilisant parfois les activités numériques ou non numériques, mais d'avoir un réel changement de leur perception du numérique. Et ça, on le voit à travers deux exemples, que les formatrices, tout d'abord, quelques formatrices ont été rassurées dans l'utilisation du numérique, donc elles témoignent à la fin de cette démarche, dans le moment de bilan, qu'avant, elles avaient peur d'utiliser le téléphone, peur d'utiliser l'ordinateur au niveau de leurs propres connaissances aussi, mais qu'à travers cette expérimentation, elles ont pu elles-mêmes découvrir, aussi apaiser leurs craintes et pouvoir être vraiment rassurées de pouvoir, elles, l'utiliser de manière adéquate et aussi de proposer à leurs apprenants et apprenantes de l'utiliser. Et un deuxième exemple aussi, c'est que pour deux formatrices, elles ont également pu vraiment avoir une nouvelle vision, une nouvelle perception du numérique, et ont tout de suite demandé à leurs responsables de pouvoir avoir vraiment des échanges à ce sujet. Et donc il y a, par exemple, dans une institution, vraiment eu une nouvelle dynamique et un nouvel élan de pouvoir proposer une stratégie en lien avec l'utilisation du numérique dans le cadre des formations qu'ils proposent. Par contre, on souligne également que cet outil nous a également plusieurs difficultés qui ont été mentionnées par les formateurs et formatrices impliqués dans le projet. La première, c'était que de mener la discussion à froid, c'était un exercice qui était parfois difficile, de chercher à faire parler des personnes qui ne sont pas forcément toujours à l'aise non plus avec la langue, puisque c'est des cours de français, des fois d'alphabétisation également. Que les enregistrements, donc nous, dans le cadre de la recherche, on a fait les enregistrements, et que cette modalité d'enregistrement était un facteur de stress pour les formateurs et formatrices, mais également pour les apprenants
qui ne se sentaient pas toujours à l'aise de parler réellement de ce qu'ils pensaient. Et que finalement, la charge de travail était aussi très élevée, avec beaucoup de documents et de temps à mettre à disposition pour réfléchir sur sa pratique. Donc, pour nous, ça nous a également amené à réfléchir que cette démarche peut être utile, mais nécessite certaines conditions. Donc déjà, au niveau du cadre institutionnel, que ce soit au niveau de la stratégie, du financement, mais également du temps à disposition, et de l'autre côté aussi de l'accompagnement. Donc, qu'il faut prendre le temps de présenter l'outil, d'avoir des temps d'échange et de partage sur l'outil, et de quand même garder un soutien par rapport à ce qui est proposé. En conclusion, au niveau des apprenants et du lien qu'il y a eu entre les apprenants et les formateurs et formatrices, cette démarche a vraiment permis de donner la parole aux apprenants pour mieux comprendre leurs perceptions, leurs besoins et leurs usages. Donc on a une personne qui nous dit que ça permet de donner la parole aux apprenants, de comprendre leurs perceptions et leurs besoins. Et par exemple, une formatrice qui nous a témoigné du souhait qu'une de ses apprenantes avait envie de pouvoir réviser à la maison et de pouvoir faire ses devoirs sur son téléphone en dehors du cours, chose qu'elle ne connaissait pas comme besoin avant. Que la participation à ce projet a également amené les formateurs et formatrices à découvrir des nouvelles informations qui n'étaient autrement pas visibles par eux-mêmes dans leur pratique quotidienne. Par exemple, le fait que de se donner le temps d'avoir des échanges, ça leur a vraiment permis de mieux comprendre et de découvrir des nouvelles choses sur les subtilités et les choses que les apprenants pouvaient mettre en place pour leurs apprentissages. Il y a par exemple un exemple, c'est un formateur qui a utilisé un Padlet qui a mis à disposition des apprenants pour qu'ils puissent avoir des ressources. Et l'apprenante est rentrée chez elle, elle a sorti le téléphone, le Padlet, elle l'a mis sur son ordinateur, elle a imprimé tous les documents qui étaient sur le Padlet et elle les a mis dans un classeur. Donc on voit que le numérique avait été au service qu'elle puisse apprendre par elle-même et puis découvrir des choses, mais que finalement elle est aussi retournée au papier en imprimant tout dans un classeur. Donc on voit un détournement aussi des usages. Et finalement que les moments de silence étaient également vecteurs de mécanismes de réflexion. Pendant ces moments d'échange entre apprenants et formateurs, il y avait beaucoup de temps beaucoup de temps de silence entre, et donc ça montrait vraiment qu'il y avait une réelle réflexion de la part des apprenants qui n'avaient pas forcément l'habitude de réfléchir de cette manière-là. Je me permets de préciser que ces conclusions sur la participation, notre intention, c'est de les structurer sur deux niveaux. La participation à l'intérieur de la relation pédagogique, des expérimentations, du rapport entre le formateur, formatrice et les apprenants, et c'est ce qu'a souligné justement Jessica. Et je me permets d'insister, pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas beaucoup les publics d'adultes en formation en compétences de base, d'insister sur le fait que comme c'est des publics peu habitués à la formation formelle, c'est des publics qui peuvent être aussi très passifs, dans une relation très autoritaire, donc il a l'habitude d'avoir le maître, le professeur, l'enseignant qui est le détenteur du savoir et qui se donne très peu, qui s'autorise très peu à exprimer leurs besoins, leurs envies. Et donc, toutes les réflexions qu'a menées Jessica, tous les résultats qu'on a montrés, montrent que la création de ces espaces-temps où on thématise autour de la relation pédagogique, de l'activité pédagogique et on donne la parole aux apprenants, permettent justement d'obtenir ce résultat. Et ce n'est pas quelque chose qui est automatique, ce n'est pas du tout un réflexe qui existe. Et donc, d'où pour moi la plus-value de ce type d'activité. Donc ça, c'est pour discuter les résultats autour de la participation à l'intérieur de l'outil. Maintenant, comme disait Nathalie en introduction, qu'est-ce que nous avons appris sur la participation dans la démarche de recherche en tant que telle, et ce qu'on a envie de partager
c'est les points suivants. Tout d'abord, la participation nécessite du dialogue, comme je l'ai dit avant avec cet exemple de négociation sur la comparaison entre activités numériques et non numériques. Il faut que les acteurs puissent dialoguer, discuter, partager et prendre en compte les rapports de force. Donc, selon les rapports de force qui se créent, il faut pouvoir thématiser, chercher des solutions. Et la négociation fait partie intégrante de ce travail de participation, faute de quoi il n'y a pas vraiment de participation. Ensuite, la participation nécessite des ressources. Le budget que j'ai évoqué en début, je pense, l'a bien montré. Des ressources qui ne sont pas uniquement des ressources financières, qui sont aussi des ressources en temps. C'est quelqu'un qui travaille à 100%, on peut le payer autant qu'on veut, mais il ne va pas trouver du temps supplémentaire. Donc voilà, ça demande aussi que les institutions déploient du temps, créent des conditions pour que les personnes participent avec le temps qu'il le faut. D'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais tout le travail de remplissage des documents, etc., c'était un temps qui était aussi rémunéré, qui avait été pris en compte dans le budget. La participation permet, de notre point de vue, d'aller au-delà des représentations initiales. On est au début un, deux, plusieurs acteurs qui a chacune ses représentations. Ça peut être des personnes, des métiers, des groupes sociaux qui ont des représentations différentes. Le fait de partager ces représentations, de co-construire quelque chose ensemble, permet de faire jouer l'intelligence collective et d'aller au-delà, de dépasser ces représentations, de reconstruire des représentations collectives ensemble qui, de mon point de vue, sont en plus-value à plusieurs niveaux, au niveau des connaissances et au niveau du développement de nouvelles pratiques, puisqu'ensuite elles débouchent sur en tout cas dans notre cas, sur des pratiques. Il nous semble qu'avec cette recherche, on a pu montrer que la participation peut vraiment soutenir le changement de posture et l'évolution des pratiques, donc la posture de certains formateurs et formatrices qui ont vraiment pu évoluer dans leur manière d'approcher la formation, de thématiser justement les activités et les relations pédagogiques. Et ensuite, pour nous, c'est intéressant, c'était, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ici, mais c'était le numérique, en réalité, c'était en sorte de port d'entrée sur la participation. C'est-à-dire que, vous l'aurez compris, je pense, avec les expérimentations, on ne l'a pas dit explicitement, mais dans les discussions qu'il y a eu entre formateurs, formatrices et apprenants, apprenantes, dans l'évaluation à froid, on a parlé de numérique, mais on a parlé beaucoup plus que de numérique. On a parlé de ce que les personnes aiment faire, n'aiment pas faire, ce qu'elles auraient envie, les besoins, ce qu'elles veulent faire en dehors du cours, ce qui leur a plu. On a ouvert des possibilités sur la suite des parcours de formation. Donc, en fait, la participation était vraiment le cœur de cette démarche et le numérique a été un petit peu le levier qui nous a permis de lancer cette recherche, de focaliser la participation. Au niveau des perspectives du projet, très rapidement, le projet se termine officiellement à fin juin de cette année. On doit rendre le rapport aux différents financeurs, mais les rapports et les résultats ont déjà été diffusés en partie au fur et à mesure. On voulait vraiment que l'écosystème de la formation en compétences de base puisse profiter au fur et à mesure. On a créé une infolettre qu'on a diffusée avec les résultats comme les principes de conception pédagogique que j'ai évoqués tout à l'heure. L'essentiel des résultats et des produits de l'axe 2 qu'on présente aujourd'hui n'ont pas été vraiment diffusés. C'est ce qu'on va faire justement à partir de maintenant. Si vous êtes intéressé par l'infolettre, écrivez-nous à Dora Unigé. Et il y aura aussi un colloque conclusif qui aura lieu le 23 mai, toute la journée à l'Université ouvrière de Genève, qui était un des partenaires du projet, où on aura le temps de rentrer à nouveau dans les détails de l'axe 1 et de l'axe 2, et des ateliers l'après-midi qui présenteront plus en détail certaines expérimentations et certains outils qu'on a créés. l'e-bulletin qu'on publie avec le laboratoire RIFT une fois par semestre est toujours introduit par un article phare qui portera sur l'axe 1 de la recherche Dora, donc vous aurez l'occasion de lire plus d'informations à ce niveau-là, et on participera à un colloque international à Liège où on pourra à nouveau valoriser les résultats. Voilà, je m'arrête là, je suis désolé, j'ai pris la dernière slide pour ne pas perdre de temps. Je vous remercie pour l'écoute, on a débordé un petit peu par rapport à ce qu'on avait prévu, merci beaucoup pour votre patience, et maintenant on se réjouit d'entendre vos questions et commentaires. Il y a un micro que je vous invite à utiliser, comme ça dans l'enregistrement on peut entendre aussi les questions et les commentaires. Et je ne sais pas si les questions... Oui, merci beaucoup déjà. Pour cette conférence très intéressante, riche en participation, je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà des questions à poser, des réflexions qu'elles souhaitent partager?
C'est pour C'est l'enregistrement. pour l'enregistrement. Merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question sur si vous, enfin voilà, si vous deviez refaire la recherche sur sa dimension participative. Bon, vous avez évoqué là un peu des difficultés, mais qu'est-ce que vous auriez comme nouvelle idée? Alors, merci pour cette question qui évoque la discussion qu'on a eue avec toi il y a 2 ans, je pense. Je pense que, alors, quand on a commencé un petit peu en tâtonnant, et comme l'a dit Jessica au début, on voulait impliquer les adultes en formation, et pour faire ça, on est passé directement par les institutions, par les professionnels, hein, c'est toutes des personnes salariées, il y a beaucoup de bénévoles mais qui n'ont pas tellement participé à cette recherche. Donc, la porte d'entrée pour nous, c'était les institutions et les différents métiers et les personnes salariées. Et finalement, une fois qu'on a commencé à travailler avec ces personnes, on s'est rendu compte que c'était un peu trop tard pour impliquer les adultes dans la conception de la recherche, dans la définition des objets de recherche, etc. Donc, le design de la recherche n'a pas été participatif pour les adultes en formation. Ça l'a été dans le cadre de cette expérimentation, dans les face-à-face pédagogiques. C'est là où on a essayé de soutenir la participation. Mais je dirais que si on devait recommencer, c'est peut-être un point que moi, je construirais différemment dès le départ. Et j'essaierais de donner une place dès le départ aux adultes en formation. Après, quoi et comment, c'est une question ouverte, c'est compliqué. En termes notamment de représentation et de manière de fonctionner, je pense parler de recherche. Mais bref, je ne sais pas si vous voulez partager autre chose. Tu as plongé dans le... Merci Marie-Paul pour cette question effectivement qui nous a travaillé tout au long de la réflexion. Après, il y a certainement plein d'autres choses, mais il faudrait que je termine déjà l'expérience et ensuite j'aurai le temps à plus à froid de penser à tout ça. Oui, non. Je sais pas si merci beaucoup pour cette réponse, parce que, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs degrés de participation dans les recherches participatives. Donc, voilà, c'est vrai que souvent, quand on parle de recherche-action, il y a vraiment enfin, pour beaucoup d'auteurs et d'autrices, la dimension justement de construire le questionnement dès la base, dès le début de la recherche, comme aussi, c'est aussi un grand défi. Mais du coup, je pense que après ce que vous avez déjà fait, je pense que pour une prochaine recherche, tout le travail que vous avez fait là vous permettrait justement d'aller dans ce sens-là. Donc on se réjouit déjà de votre prochaine recherche. Merci Marie-Paul. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Oui. Bonjour. Pour moi, la question, je pense qu'une des limites du modèle TAM ou les questionnements qu'on fait, c'est qu'on interroge toujours sur les perceptions juste après l'activité. Alors c'est un peu à chaud. Et les intentions et les sentiments qui sont là à ce moment-là ne sont pas forcément les mêmes qu'on aura en 6 mois. Alors, est-ce que vous avez prévu peut-être d'aller voir ces mêmes formateurs, formatrices en 6 mois ou dans une année et de voir est-ce qu'ils ont vraiment changé de pratique quelque part ou qu'est-ce qui a changé dans leur pratique ou où ils en sont dans leur réflexion 6 mois, une année plus tard, pour voir vraiment l'impact de cette expérience et cet accompagnement que vous leur avez donné. Qu'est-ce qu'ils auraient eu besoin peut-être entre-temps pour vraiment intégrer ces démarches dans leur pratique? Oui. Alors, le modèle TAM, il a été surtout mobilisé avec les apprenants et les apprenantes, avec ces questionnaires qu'ils et elles ont remplis à la fin des activités à chaud. Comme il y a beaucoup d'outils numériques qui sont mobilisés en formation et qu'ils changent et que les activités changent, je vois difficilement comment on pourrait 6 mois après revenir sur une activité de 6 mois avec les apprenants. Il faudrait qu'on focalise la formation sur un outil. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait moyen de faire ça. Mais pour moi, l'intérêt du modèle TAM n'était pas tellement de travailler sur une technologie, sur un outil. C'était vraiment, comme je l'ai dit, d'avoir cette réflexion. Je suis entièrement d'accord. C'est difficile pour interroger sur un outil ou sur une activité. Mais de voir s'il y a eu un transfert qui se fasse. Est-ce que les formateurs et formatrices seraient plus aptes après d'aller explorer d'autres outils? Est-ce que les apprenants de leur côté sont aussi moins réticents ou peut-être plus réticents? Mais de voir qu'est-ce qui change en termes de compétences transversales numériques
d'avoir passé par une telle formation, d'avoir utilisé le numérique? Alors, en fait, on l'a déjà fait en partie, c'est-à-dire que, comme l'a dit Jessica, les expérimentations sont terminées à l'automne de l'année passée. Donc, quand on a fait le bilan en janvier de cette année avec les formateurs, on a déjà pu faire un petit retour sur expérience, impact sur moyen terme, on va dire. Et c'est là où on s'est rendu compte que, notamment, il y a toutes ces conditions qui sont très importantes, d'accompagnement, de soutien, d'inscription dans un projet institutionnel. Et on a vu que certaines formatrices aussi, c'était un ou deux cas seulement, mais qui en fait ont régressé, c'est-à-dire ont commencé à utiliser les outils numériques et ensuite sont revenus aux habitudes précédentes parce que derrière, il n'y avait pas la structure qui les soutenait et les poussait aussi à poursuivre avec l'introduction du numérique. Donc voilà, on a déjà fait un pré-bilan. Après, on note effectivement peut-être d'aller voir plus sur le long terme la manière dont tout ça a impacté les pratiques. Tu voulais compléter? C'est ça. Merci. Dans la continuité de ce qui vient d'être dit par Kali, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de se dire la nature participative de la formation, au-delà des aspects que tu évoques de ressources derrière pour pouvoir continuer à utiliser, ne crée pas potentiellement un biais? Parce que tu dis, une des conclusions, c'est qu'effectivement le participatif engage du changement, de l'initiative. Maintenant, on peut aussi se dire le contraire. On peut se dire, plus il y a de participation, plus il y a un effet d'attente, d'adressage, et que les acteurs impliqués dans la recherche vont fournir un effort qui ne va pas être durable parce qu'il est, excuse-moi du terme, sous stimulus. Donc c'est une question un peu de débat sur la dimension un petit peu active du fait de faire participer des personnes. Mais ça n'a pas été souligné au début, hein, mais l'idée, les acteurs qu'on a choisis, les réseaux qu'on a choisis ne sont pas été choisis au hasard. C'était vraiment les organismes de formation avec tous les acteurs, les métiers qui sont dedans, et surtout les politiques, c'est-à-dire les politiques, surtout les fonctionnaires, les politiques publiques. L'idée étant d'inscrire ce type de recherche et de travail dans la continuité de la durabilité. C'est pour ça qu'on a organisé ce colloque le 23 mai. Dont un des objectifs, c'est de réfléchir et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et on sait d'ailleurs que la conférence suisse de la formation continue a des grandes attentes au niveau des résultats du projet DORA et en tout cas, les cantons sont assez, dans le système fédéraliste, sont assez autonomes. Hein, mais je sais que dans certains cantons, il y a des attentes pour pouvoir justement exploiter ces résultats et les inscrire dans la continuité. Alors, on ne parle pas du niveau de le face-à-face ou dans les dispositifs en ingénierie, on est vraiment dans la politique, mais c'était l'intention en tout cas, de vraiment inscrire tout ça dans la durabilité, éviter que sous stimuli on bosse et après, on se rassure, on retourne dans les habitudes. En tout cas, l'intention était celle-ci. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Non, en partie, vas-y. Je pensais surtout aux formateurs, pas présents. Mais au niveau des formateurs, moi, la seule condition que je vois, c'est vraiment l'inscription dans un projet institutionnel, dans une stratégie institutionnelle. Et d'ailleurs, le numérique, c'est une des grandes problématiques sur laquelle on discute. Quand j'ai commencé la recherche, moi-même, j'avais un avis assez critique sur le numérique, parce que le numérique était vu surtout comme un support à la formation, à l'apprentissage. Et j'avais beaucoup de doutes sur la vraie utilité, le vrai impact, la vraie plus-value, notamment en termes absolus, en termes déterministes, etc. Donc j'étais critique sur l'idée du numérique. Mais quand on commence et les choses, je trouve, ont beaucoup changé les 3 dernières années, quand on commence à se rendre compte que le numérique devient une compétence de base en tant que telle, sans numérique, tu t'en sors pas, tout comme lire, écrire, tu t'en sors pas au quotidien. Du coup, le numérique devient une nécessité, ça doit être introduit dans les cours en compétences de base, de mon point de vue, y compris au niveau des politiques publiques, parce que c'est ça qui permet aux adultes, en fait, d'acquérir une certaine culture numérique, de dépasser certaines peurs face au numérique, de manipuler, d'essayer d'utiliser. Et donc, le numérique devient un objectif de formation et ça devient une nécessité dans les cours de formation. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que là, c'est vraiment l'injonction du politique et éventuellement des directions des financeurs qui peut vraiment pousser en changement, parce que on sait que dans certains domaines, s'il n'y a pas vraiment une volonté, une stratégie, le changement ne se fait de loin pas tout seul. Oui, merci Daniele. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis. Ce qui m'interpelle là, c'est la conscience au niveau politique de la nécessité de l'accompagnement dans les structures pour que les formateurs et les formatrices arrivent à dépasser les 3 messages qui ont été donnés, hein, l'anxiété qui est projetée, changer les pratiques. Je suis quand même surprise par le peu d'écart qu'il y a entre l'activité avec numérique et sans numérique en termes d'absolu. Mais je te rejoins sur le fait que les compétences de base,
enfin comment dire, introduire le numérique dans les compétences de base qui ne sont pas ciblées numériques au départ, permet aussi d'accompagner les publics en compétences de base pour démystifier les compétences qui sont requises pour utiliser le numérique pur. Et là, je pense intéressant de voir comment des outils numériques peuvent renforcer les apprentissages entre les cours pour gagner en efficacité ou pour travailler entre les cours à la maison, mais combien il est important, en fait, la prise en main des outils doit se faire en classe, en cours et accompagné par la formatrice ou les formateurs, parce que sinon, on ne sait pas comment c'est utilisé. Et là, nous, on voit les limites, en fait, parce que ça prend du temps, et le temps de face-à-face pédagogique en classe, on a déjà beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de pressions qui sont quand même posées sur certains migrants pour que les résultats des apprentissages soient visibles rapidement. Et là, ça prend du temps aussi dans le temps du face-à-face pédagogique. Donc, moi, je pense qu'il est nécessaire aussi de pouvoir dégager des fonds pour que les stratégies numériques, elles soient financées dans les structures associatives. Parce que là, en l'occurrence, avec ce qui se passe avec le CEFRI maintenant, c'est difficile. Donc, on se réjouit du colloque et on se réjouit de la prise de conscience des politiques pour pouvoir aussi mettre de l'argent sur l'accompagnement des formateurs pour pouvoir accompagner les apprenants. Merci. Une dernière question ? Vous parliez à un moment donné d'une des conclusions par rapport au numérique et puis au côté des couleurs, etc. Le fait que ce serait plus adapté à des phases de mémorisation, de rappel. Et je me posais la question, est-ce que c'est, à votre avis, assez propre à ce public en formation de base ? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut l'extrapoler par rapport à d'autres publics qui ne sont pas forcément spécifiques à la formation de base? Alors, je ne me la sens pas tellement de répondre à cette question. Pour moi, c'est une généralisation qui est difficile à faire. En tout cas, c'est clair que dans le numérique, il y a un côté ludique. Et je pense que ça fait partie des stratégies aussi des producteurs d'applications et de plateformes, etc. C'est d'introduire ce côté ludique aussi pour capter l'attention, dans l'économie de l'attention. Ça fait partie d'une stratégie générale. Après, moi, je ne me la sens pas de répondre à votre question. Je n'ai pas les données pour vraiment affirmer ça de manière sûre. Désolé. Merci beaucoup. Merci. Merci Sonia d'avoir passé avec le micro. Merci Daniel, Nathalie, Jessica. merci. Je vous souhaite une très belle soirée. Je pense que vous restez encore un petit moment pour répondre aux questions qui n'ont pas été posées. À une prochaine. Merci. Bonne soirée, merci.